Salut et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, c'est juste une courte vidéo pour répondre à quelques questions. Des questions qui ont été soulevées suite à la dernière vidéo que j'ai produite qui portait sur les petits gabarits de perçage que j'ai produits pour mon voisin. Et ils tournent tout autour des questions de la séquence d'opération. Planifier une séquence d'opération. Planifier une séquence est très important parce que ça augmente notre productivité et ça réduit la quantité de matériel qu'on gaspille puisqu'on fait beaucoup moins d'erreurs. Si on a une bonne séquence, c'est quelque chose qu'on apprend au fil des ans souvent, mais si vous avez espoir de devenir un machiniste productif, et sécuritaire, mais ça serait une bonne idée d'aller voir les vidéos que j'ai produites sur le sujet. Donc voici un lien, c'est une série de vidéos et c'est pas excitant, mais c'est important. Là, j'ai reçu quelques questions qui portaient sur les blocs en V que j'ai utilisés. Plusieurs personnes voulaient savoir où est-ce que je peux m'en procurer. Mais ceux-là, c'est des blocs en V que j'ai conçus, il y a une belle lurette de ça, puis que j'ai fabriqué dans une vidéo de projet d'usinage il y a déjà quelques années de ça. Fait que vous pouvez aller voir comment ils ont été fabriqués. Également, j'ai reçu comme question, c'est où est-ce qu'on peut s'en procurer? Peut-être pas ceux-là, parce que je les ai fabriqués, mais il y a des V-blocs, des blocs en V en vente dans toutes sortes d'entreprises qui vendent de l'équipement d'usinage. Là, ils viennent en différentes grosseurs. Fait que ça ici, c'est un autre bloc en V que j'ai fabriqué il y a déjà plusieurs années. De ça, dans le fond, je l'ai fabriqué quand j'étais un apprenti. Donc, ça fait une vie de ça. Et, on voit que c'est similaire en conception. Je me suis fait poser la question également à propos de ces blocs en V-ci. À quoi servent les dégagements latéraux? Ça sert à dégager les filets. Donc, les trous filetés que j'ai ici finissent pas par être engorgés de copeaux parce que le trou sort rapidement de l'outil et les copeaux, s'il y en a, peuvent facilement être soufflés. Mais également, et peut-être plus important encore, ils servent à pouvoir installer des brides de serrage pour les tenir sur la table. Donc, c'est très pratique d'avoir un bord comme ça. Dans la vidéo, j'ai utilisé le trou central ici, que j'avais inclus dans le concept de ces blocs-ci quand je les avais dessinés, principalement et pour une drôle de raison, mais une raison de professeur, pour aider les étudiants à tenir leur bloc en V sur un équerre de blocage pour la rectification angulaire pour que ça puisse être décalé facilement. Là, on ne met pas un trou dans des outils pour faire quelque chose comme ça. Par contre, le trou est quand même pratique pour fixer le bloc d'outils à la verticale sur une table, comme la table de la perceuse, avec une bride de serrage en vis, ou une vis de serrage. Encore, je peux le tenir sur le côté avec les brides. Là, j'ai fait ça pour simplifier la vie aux étudiants, parce que quand on commence à usiner, on ne veut pas se compliquer la vie plus qu'il faut. Ça fait juste réduire nos chances de succès. On va avoir le temps, au fil des ans, de se parfaire, puis d'apprendre, puis d'être capable de travailler là, beaucoup mieux avec des projets de plus en plus complexes. Mais ça vient de là, puis les dessins et tout sont disponibles sur ma page web. Là, vous pouvez télécharger tout ça de ma page web, sur la première page. La première question qui a trait à l'usinage a affaire avec la séquence des opérations pour percer le trou. Puis, quelques personnes ont remarqué que pourquoi est-ce que je ne fais pas juste percer le trou de 1/8 de pouce bord en bord de la pièce pour ensuite percer
à mi-profondeur avec le forêt suivant qui va être plus gros parce que le 1,8 était le plus petit des forêts. Parfait, c'est faisable, mais il y a quand même un petit problème avec ça. Mais il est important, puis je veux juste rappeler que sur le bout de la plupart de nos forêts, on a une arête de pointe. L'arête de pointe, on a vu tout ça là, dans une vidéo dédiée au fonctionnement des forêts hélicoïdaux. Donc, voici un lien, vous pouvez aller voir ça. L'arête de pointe joue un rôle important. C'est l'expression au bout du forêt de l'âme du forêt. L'âme ici du forêt, ben, si je ne l'ai pas, les deux côtés et les deux lèvres du forêt, ben, les deux témoins du forêt, je devrais dire, ben, ils ne se tiendront pas ensemble, il n'y a rien au milieu. Donc ça me prend ça. Puis à son bout, ben, ça me crée un problème parce que mon arête tranchante ben, ne peut pas se rendre jusqu'au centre. Puis l'arête tranchante ici, l'arête de pointe, je devrais dire, ben, elle fait juste tasser la matière de côté pour que cette matière-là aille rejoindre une des deux lèvres tranchantes. Ça, c'est très bien. On a tous vu ça dans l'autre vidéo. Puis, c'est peut-être intéressant d'aller le voir si vous ne l'avez pas déjà regardé. Par contre, cette arête de pointe-là joue un rôle important. Puis ça, c'est d'offrir une résistance aux forêts. Bon, quand je perce un trou, l'arête de pointe ne coupe pas, elle tasse. Et ça, quand je force pour percer un trou, en général, c'est à cause de l'arête de pointe. Bon, ça semble pas une bonne idée. Mais ça l'est, parce que dans le fond, si je n'avais pas cette arête de pointe-là, mon forêt aurait tendance à vouloir se coincer dans le trou. Puis on peut voir ça quand un forêt traverse une pièce et sort par le dessous de la pièce. Au tout début, lorsqu'il sort du fond de la pièce, bien, l'arête de pointe arrête de toucher, mais les lèvres tranchantes continuent à couper. Et c'est souvent à ce moment-là que notre forêt se coince dans le trou. Donc on peut voir que l'arête de pointe joue un rôle important. Quand je perce une succession de trous, il faut faire attention que le trou qui précède le trou que je vais percer par la suite ne soit pas plus gros que la largeur de l'arête de pointe du forêt qui suit. Parce que je veux toujours que cette arête de pointe-là touche au moins un peu à de la matière. Si je perce un trou avant de passer le deuxième et que le trou est plus large que l'arête de pointe, bien, mon forêt va brouter. Ça ne fera pas un beau fini, mais également avoir tendance à se coincer dans le trou. Pour ce qui a trait aux 4 pièces qu'on a regardées dans la dernière vidéo, aucune de ces pièces-là respectait la règle de l'arête de pointe. Autrement dit, aucun des forêts qui venaient après le forêt d'un 1/8 de pouce avait une arête de pointe plus large que le trou que j'avais déjà percé. Seul le premier, celui que je n'ai pas produit dans la dernière vidéo, donc le gabarit qui avait une forme ou une section hexagonale, bien, seul celui-là avait un trou assez gros pour respecter ces règles-là. C'est donc pour ça que je l'ai faite dans l'ordre que je l'ai faite. Par contre, ce n'est pas le seul problème avec l'approche de perçons le petit trou en premier et le plus gros trou en deuxième. Un forêt hélicoïdale standard 1/8 de pouce est faite généralement pour percer à peu près 3 fois son diamètre, 3 ou 4 fois son diamètre, sans retirer de la pièce de son trou, l'outil de son trou, pour dégager les copeaux. Parce que si je fais juste percer avec un petit forêt, mais les gougures finissent par être engorgées. Une fois qu'ils sont engorgés, ça frotte, ça déforme le trou, mais également, ça fait en sorte que mon forêt va avoir tendance à avoyer. Il ne continue pas dans sa ligne le long de son axe de rotation. Et ça, évidemment, ça ne marchera pas. Ce qui veut dire qu'il faut que je perce, et je retire, je perce, je retire, je perce, je retire. Et le plus que je perce profondément, le moins longtemps que le forêt peut rester dans son trou entre chaque séquence.
Ça veut dire que percer un trou ça de profond, avec un forêt si petit, bien, ça va être un peu mal de tête. Il va vraiment falloir y aller là, tranquillement. Et ça, là, ben, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai fait dans l'ordre que j'ai fait, en perçant de 1,8 d'un bord et en perçant de l'autre côté avec le plus gros forêt. C'est rien que pour ces raisons-là. Mais ça aurait pu être fait d'une autre façon. L'avantage de l'avoir fait d'une autre façon aurait été que j'aurais pu l'installer dans le tour, surfacer, percer mon trou d'un 8 bord à bord, percer mon plus gros trou, et ensuite, quand je le revire de bord, tout ce que j'ai à faire, c'est surfacer. Parce que je n'ai pas besoin de centrer la pièce très précis pour le surfaçage, mais ça me sauverait beaucoup de temps. Mais j'ai choisi d'y aller de façon assez d'être conservateur parce que, dans le fond, c'est des vidéos pour les débutants. Ceci étant dit, deuxième question est similaire. Si j'ai ma pièce, pourquoi est-ce que tu n'as pas percé le gros trou en premier, puisque elle est trop profond avec le petit, c'est un problème. Perce le plus gros en premier, puis ensuite finis le bout qui reste avec le plus petit forêt dans le même sens de perçage. Et ça pourrait fonctionner également, mais juste pourrait. Parce que si j'utilise des forêts standards, hélicoïdales, ils ont une arête de pointe. L'arête de pointe, c'est une ligne au bout du forêt. Le forêt ne vient pas à une pointe, il y a une ligne là. Et ça veut dire qu'au bout du forêt, lorsqu'il perce, il y a un plat qui a le même diamètre que la largeur de l'arête de pointe. Si je prends un forêt plus petit que le forêt que je viens d'utiliser, pas obligé d'être plus petit en arête de pointe. Non, non, s'il est plus petit que le forêt que j'ai utilisé en premier lieu, mais ça va vouloir dire que l'arête de pointe du forêt qui suit va être moins large que l'arête de pointe du premier. Et ça veut dire qu'au début, ça va être comme percé dans une surface plane. Et j'ai un problème potentiel d'avoiement. Parce que ces forêts-là, avec leur arête tranchante, ne sont pas faites pour percer à un emplacement très précis sans avoir une marque de poinçon ou un trou pointé. Autrement dit, une marque quelconque qui guide le forêt au point de départ au bon endroit. Donc, ça, c'est un problème. Mais je dis que ça, c'est un problème juste dans certains cas. Parce que j'aurais pu aussi le faire dans cet ordre-là de percer le plus gros trou en premier, puis le plus petit trou par la suite. En autant que j'ai des forêts hélicoïdaux avec un pointe fendue. Excusez, j'ai écrit le nom. Pointe en croix, excusez. Je l'ai écrit parce que je savais que j'étais pour l'oublier. Bon, pointe en croix. C'est le même forêt. C'est juste que le bout du forêt est affûté différemment. La géométrie n'est pas tout à fait pareille. Il y a un angle primaire de dégagement et un angle secondaire. Donc, un détalonnage primaire et un détalonnage secondaire. Ce qui amène la pointe beaucoup plus à une forme de pointe. Et ça veut dire que les forêts en bout, en croix, bien, se centrent beaucoup mieux. Généralement, on peut dire qu'ils sont auto-centrants. Ça veut dire que je peux percer sans avoir une marque de poinçon, je peux percer sans avoir un trou pointé, une marque quelconque. Et si c'est le cas, et si j'ai des forêts comme ça, bien, je pourrais très bien percer le plus gros trou en premier, puis le plus petit trou en deuxième, tout va fonctionner, ce n'est pas un problème. Par contre, en atelier, puisque je fais mes vidéos pour des débutants, des personnes qui travaillent chez eux, ces forêts-ci, à pointe en croix, sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus difficiles à affûter. En général, si je prends ce forêt-là puis je l'affûte comme j'affûterais un forêt normal, bien, je vais finir d'avoir un forêt normal. Parce que pour tout le reste, c'est la même chose. Si je veux l'affûter pour avoir une pointe en croix, bien, je suis mieux d'être très habile. Et pour la plupart des gens, bien, c'est juste pas possible de le faire à la main. Fait que moi, je préfère montrer comment le faire avec un forêt standard ou normal avec une arête de pointe, parce que c'est ça probablement que vous allez avoir
dans vos ateliers de maison. D'ici à ce qu'on se revoie, amusez-vous, mais soyez prudents. C'est très important. Et comme toujours, bon usinage.